Bienvenue sur À hauteur d'enfant, le podcast qui se met à la hauteur de ceux qu'on aime le plus. Ici, on parle d'enfants, de comment les comprendre, les accompagner, les soutenir dans leurs défis du quotidien. Le sommeil, les émotions, les peurs, la confiance en soi, le deuil et tant d'autres choses encore. Tu peux me retrouver sur Facebook ou sur YouTube dans la communauté À hauteur d'enfant, un espace ouvert aux parents comme aux professionnels pour échanger, découvrir et grandir ensemble. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quelque chose que j'observe depuis des années, des deux côtés d'une réalité que très peu de gens ont la chance de voir en même temps. Je suis institutrice primaire. Ça, c'est mon quotidien. Les enfants, le tableau, les récréations, les bulletins, les réunions de parents. Depuis environ 7 ans, j'accompagne les enfants grâce à l'hypnose thérapeutique et j'ai déjà aidé plus de 200 enfants et leurs familles à traverser des défis tels que les peurs, l'anxiété, le sommeil, la confiance en soi ou les émotions difficiles. Ces deux mondes-là, je les vis ensemble. Parfois le même jour, le matin en classe, l'après-midi en séance. Et ce que cette double position m'a appris, c'est qu'il y a un espace entre l'école et la maison. Un espace de silence. Et dans cet espace, il se passe des choses que ni l'école, ni les parents ne voient vraiment. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Pas pour critiquer l'école. J'y travaille, je l'aime, je la défends. Pas pour culpabiliser les parents non plus, mais pour nommer ce qui existe dans cet entre-deux. Parce que nommer, c'est déjà la moitié du chemin. Je t'ai préparé 5 points. 5 vérités que j'observe chaque semaine en classe et en cabinet. Je t'invite à t'installer confortablement et on va commencer ensemble. Votre enfant va bien, mais en classe, ce n'est pas ce qu'on observe. Le premier point, c'est celui qui me touche peut-être le plus profondément, parce que je le vis des deux côtés chaque semaine. Quand un parent reçoit le bulletin de son enfant, il reçoit des chiffres, des compétences, des moyennes, et peut-être une phrase en bas de page « élève agréable, doit fournir davantage d'efforts, bon trimestre ». Ce que ce bulletin ne dit jamais, c'est comment cet enfant vivait les moments d'évaluation. Est-ce qu'il effaçait compulsivement ses réponses pour les réécrire identiques 3-4 fois de suite? Est-ce qu'il regardait par la fenêtre pendant 10 minutes avant d'oser poser son stylo sur la feuille? Est-ce qu'il demandait la même question à voix basse, les mains légèrement moites, même quand il connaissait déjà la réponse? Ces signaux-là sont visibles en classe. Je les vois. Et ils racontent une histoire que les chiffres ne racontent pas. Ils disent « Cet enfant souffre d'une anxiété de performance » ou « Cet enfant a développé une stratégie d'évitement » ou encore « Cet enfant s'est convaincu très tôt qu'il était nul » et organise maintenant toute sa vie scolaire autour de cette conviction. Et du côté cabinet, je vois régulièrement des enfants avec d'excellents résultats, des enfants qui vont bien selon leur bulletin, et qui sont épuisés, anxieux, et qui pleurent le dimanche soir. Leur bulletin ne le dit pas. Leurs parents ne le voient pas, parce que l'enfant fait tout pour que ça ne se voit pas. Alors je ne dis pas que l'école devrait faire des évaluations psychologiques de chaque élève. Ce n'est pas son rôle, et les enseignants portent déjà tellement. Mais je pense qu'on pourrait parler différemment. Pas seulement « votre enfant a eu 14 en mathématiques », mais aussi « voici comment votre enfant vit les moments d'évaluation ». Ce n'est pas la même information et elle change tout. Un autre point qui me semble important, c'est « le stress bloque l'intelligence, pas le manque de travail ». Le deuxième point, je l'appelle le grand malentendu scolaire. Quand un enfant fait des blancs en examen, alors qu'il connaît sa leçon, qu'est-ce qu'on dit généralement?
il n'a pas assez travaillé, ou il ne fait pas assez d'efforts, ou encore il manque de concentration. Et si ce n'était pas ça du tout? Quand un enfant est en état de stress, que ce soit une anxiété chronique de fond ou juste la panique aiguë du matin du contrôle, son cerveau change littéralement de mode de fonctionnement. Donc l'amygdale, cette petite structure qui gère les alertes et les menaces, prend le dessus. Et le cortex préfrontal, celui qui gère le raisonnement, la mémoire de travail, la planification, se met en veille. Alors, en termes très concrets, un enfant stressé a accès à moins de ses propres capacités. Il peut avoir révisé pendant 2 heures la veille, il peut connaître sa table de multiplication par cœur, il peut savoir la réponse, et le stress peut effacer tout ça au moment où il en a le plus besoin. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de travail, c'est de la neurophysiologie. J'ai accompagné en cabinet des enfants surdoués en situation d'échec scolaire. Pas parce qu'ils manquaient d'intelligence, loin de là, mais parce que leur système nerveux était en état d'alarme quasi permanent. Dès qu'on a travaillé ensemble sur la régulation émotionnelle, les résultats ont suivi, naturellement, sans révision supplémentaire. Si ton enfant fait des blancs, alors qu'il sait sa leçon, qu'il connaît, le problème n'est pas dans la tête, il est dans le corps. Et le corps, on peut lui apprendre à se calmer. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. En fait, je vais peut-être te surprendre avec ce 3e point. Peut-être même un peu te choquer. Mais réviser jusqu'à 23 heures la veille d'un contrôle, ce n'est pas une bonne idée. Souvent, c'est même contre-productif. Il y a une croyance très profondément ancrée dans notre culture scolaire. Plus on travaille, mieux c'est. Le travail paye toujours. La régularité, l'effort, la persévérance, oui, absolument. Je crois en ça. Mais la nuit avant un examen, ce n'est pas une nuit de travail. C'est une nuit de consolidation. Pendant qu'on dort, le cerveau fait quelque chose de fascinant. Il trie, il classe, il connecte, il stabilise les informations apprises dans la journée. Et la nuit de sommeil est une partie intégrante du processus de mémorisation. Ce n'est pas du repos, c'est du travail invisible. Un enfant qui dort 8 heures la nuit, avant son contrôle, aura, statistiquement, un accès à plus de souvenirs le lendemain matin qu'un enfant épuisé qui a révisé 2 heures de plus, mais dormi 5 heures. En fait, le lendemain, l'enfant a quand même échoué. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ont fait exactement ce qu'on leur a appris à faire. Ce que je leur dis, moi, aux familles que j'accompagne, eh bien, la veille d'un examen, on arrête les révisions à 18 heures. On dîne ensemble, on fait quelque chose qui fait du bien, on joue, on regarde un film, on fait peut-être une promenade. Peut-être même qu'on pourrait faire 5 minutes de respiration lente, un peu comme de la cohérence cardiaque avant de dormir, et on se couche à l'heure habituelle. C'est tout, c'est simple, et ça change beaucoup de choses. Les enfants que j'accompagne en thérapie me disent des choses qu'ils n'ont dites à personne, pas à leurs parents, pas à leur instituteur, parfois même pas à leur meilleur ami. Et ces confidences reviennent encore et encore, quelle que soit l'école, quel que soit le milieu familial. Et vous savez ce que c'est? J'ai peur de décevoir maman. Si j'ai une mauvaise note, elle va être triste. Je préfère ne pas lui dire. Ou alors quelque chose comme « si je rate, c'est que je suis nulle. Pas la peine d'essayer maintenant. » Et parfois j'ai même des choses comme « je fais semblant de m'en ficher parce que comme ça, si je rate, les autres croient que je n'ai pas travaillé. » C'est moins honteux que d'avoir vraiment essayé et raté. Ces pensées-là, ces croyances, ces stratégies de protection, eh bien elles sont invisibles. Elles ne figurent dans aucun bulletin. Elles n'apparaissent dans aucun rapport de réunion de parents. L'enfant qui ne travaille pas cache peut-être une peur panique de l'échec. L'enfant qui s'en fiche a peut-être développé un mécanisme de protection très sophistiqué
pour ne pas risquer d'être à nouveau blessé. Et cet enfant qui pleure sans raison le dimanche, tard le soir, protège peut-être ses parents d'une réalité qu'ils jugent trop lourde à leur imposer. Les parents que je rencontre sont presque toujours surpris quand je leur partage ça. Non pas parce qu'ils sont peu attentifs, au contraire, la plupart sont très présents, très aimants, mais parce que l'enfant a appris très tôt que certaines choses ne se disent pas, que montrer sa peur, c'est faire de la peine, que demander de l'aide, c'est avouer une faiblesse. Ce que je fais en séance, c'est créer un espace où ces choses peuvent se dire, sans conséquence, sans jugement, sans peur de faire de la peine, et souvent, nommer suffit à faire bouger quelque chose. Si tu as un enfant qui semble ne pas se préoccuper de ses résultats, je t'invite à regarder un peu sous la surface. Parfois, l'indifférence apparente est la forme la plus élaborée d'une très grande sensibilité. L'école prépare à l'examen. Personne ne prépare l'enfant à l'examen. Le 5e point, c'est peut-être le plus concret. Et c'est aussi celui qui me donne le plus d'espoir. Dans toutes les écoles, on révise les matières. On refait les exercices. On vérifie que l'enfant connaît son contenu. C'est indispensable. Je ne dis pas le contraire. Mais personne, ni l'école, ni les parents, dans la grande majorité des cas, n'apprend à l'enfant à gérer le moment de l'examen lui-même. Le blanc de mémoire, la panique dans le ventre quand on retourne sa feuille, la voix intérieure qui dit « tu vas rater, tu n'es pas capable, tu es nul », la main qui tremble, le souffle qui se bloque. Ces expériences, une majorité d'enfants les vivent. Certains s'en remettent naturellement. D'autres en gardent une trace parfois durable, une relation difficile avec les évaluations, avec l'effort et parfois avec eux-mêmes pendant des années. Il m'arrive d'accompagner des adultes de 40 ans qui font encore des rêves dans lesquels ils ratent un examen. Vous savez, cette cicatrice, elle est là, elle est intacte. Elle n'aurait pas dû être si profonde. Les outils pour préparer un enfant à l'examen, pas seulement au contenu, mais à l'expérience existent, et ils sont simples. Par exemple, il y a la respiration abdominale lente. Faites 2 ou 3 minutes avant d'entrer dans la salle. Un peu de respiration ventrale, et ça régule le système nerveux en quelques secondes. Un mot d'ancrage, choisi ensemble. Un mot, par exemple, qui rappelle à l'enfant qui il est ou qu'il est capable. Donc, je suis capable, je suis prêt, j'ai travaillé. Ou encore, une visualisation de réussite la veille au soir. Par exemple, s'imaginer entrer dans la classe, s'asseoir, lire les questions et ressentir le calme dans son corps. Ces techniques viennent de l'hypnose ericksonienne, de l'EFT, de la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Elles ont fait leurs preuves et elles peuvent être apprises par un enfant de 8 ans, 10 ans, n'importe quel âge en fait, en une séance de façon ludique et naturelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'outillage et ça change vraiment les choses. Voilà les 5 choses que l'école ne dit pas aux parents et que moi, depuis cet entre-deux que j'occupe chaque semaine, j'observe en silence depuis des années. Je ne cherche pas à pointer du doigt. Je ne cherche pas à faire le pont entre ce que l'école voit et ce que les parents voient, entre ce que l'enfant montre et ce qu'il vit vraiment à l'intérieur. Il y a toujours une raison derrière le comportement d'un enfant. Il est rarement là où on cherche en fait. Alors si tu traverses en ce moment la période des examens avec ton enfant et que tu sens qu'il est stressé, j'ai créé quelque chose pour vous. Un carnet zéro stress examen pour les enfants de 10 à 14 ans, avec des exercices concrets de respiration, de visualisation, des petits rituels pour les soirs avant le contrôle. Tu le trouves sur Amazon, le lien est dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cet épisode t'a parlé ou vous a parlé, partagez-le à un parent que tu connais ou que vous connaissez. Parce que ces mots, il y a des familles qui en ont besoin en ce moment. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous, prends bien soin de toi et à très bientôt sur À hauteur d'enfant.